juróom-ñetti waxtu ci guddi jot na xale baa ngi ca kër ga bu ko kenn teg liggéey bu diis wala di ko fitnaal nañu ànd aar xale yi. Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Des affrontements aux HLM ce matin entre agents municipaux et commerçants. Le refus de ces derniers de payer la taxe est à l'origine de la tension. La police a dispersé les protagonistes à coups de grenades lacrymogènes. Pas de décès liés au coronavirus annoncé ce samedi. Le Sénégal a tout de même enregistré 132 nouvelles contaminations. Ils sont 30 cas admis en réanimation. L'emblématique transporteur Ndiaga Ndiaye, inhumé à Darou-Mouhty, parents proches et amis ont salué la mémoire de cet homme parti à l'âge de 89 ans. Et puis au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé annonce la formation d'un gouvernement d'ouverture pour faire face aux défis de l'heure. Les leaders du M5 ont été arrêtés. Nous essayerons d'entrer en contact avec Oumar Diop, journaliste au quotidien L'Impartial à Bamako. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La tension est montée d'un cran ce matin aux HLM avec des affrontements entre commerçants et agents municipaux. Les premiers cités refusent en effet de payer la taxe faute d'avoir correctement travaillé à cause de la pandémie du coronavirus. La police qui a usé de gaz lacrymogène a dispersé les protagonistes. Remous au Grand Moulin de Dakar suite à une vague de licenciements. Des membres du personnel accusent le DRH et le DGA d'une gestion calamiteuse. Ils n'excluent pas de paralyser l'entreprise si la situation ne change pas. On voit cela dans cet élément signé Pape Faraning et Armadouba. Plus de 165 licenciements en 7 ans au Grand Moulin de Dakar et c'est depuis l'arrivée du nouveau repreneur. Récemment, 13 employés dont 8 délégués personnels qui ont été envoyés au chômage. Une décision qui ne passera pas selon ces manifestants. 13 personnes ont été licenciées comme motif. Ils ont dit que nous avons créé un groupe WhatsApp dans ce contexte de Covid-19 et nous insultons le directeur, la direction. Et après ces motifs, ils licencient ces 13 personnes. Parce que le DRH, depuis qu'il est là en 2013, et le DGA, quand il est arrivé au Grand Moulin de Dakar, nous étions au nombre de 467. Et actuellement, on est à 292. Imaginez le nombre de suppressions de postes. Qu'il y a eu. Entre 2013 et 2020, tenez-vous bien, nous notons plus de 165 suppressions de postes de travail. La presque totalité des acquis a été remise en cause. Ceci pour nous réduire en silence. Mais nous sommes là debout. Les 8 délégués ont pu obtenir gain de cause après avoir saisi l'inspection du travail. Mais la direction campe toujours sur sa position et dit non pour la réintégration des 5 employés. Vous les travailleurs de Grand Moulin de Dakar, vous êtes leur protection. Il faut rester debout comme un seul homme uni autour de l'essentiel pour la réintégration de nos 5 collègues au Grand Moulin de Dakar. En dépit de toute la médiation du Haut Conseil du dialogue social, mais aussi de certaines familles religieuses, il faut le dire. Mais malheureusement, c'est le refus total, catégorique de cette direction qui aujourd'hui refuse même de parler à ces autorités religieuses. Leurs collègues très déterminés vont passer à la vitesse supérieure pour la réintégration de ces travailleurs. Nous avons déposé un préavis de grève. La semaine prochaine, nous allons faire un sitting devant l'entreprise pour dénoncer ça. Si rien n'est fait, donc nous arrêterons les moulins. Nous pouvons le faire. T-shirts et brassards rouges, ils étaient nombreux pour soutenir les 5 employés renvoyés par la nouvelle direction qu'ils accusent d'être à l'origine de tout leur malheur. Aucun décès enregistré ce jour au Sénégal lié au coronavirus. Sur 790 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, 91 cas contacts et 41 issus de la transmission communautaire. 30 patients admis en réanimation. Là-dessus, je vous propose de suivre des explications du directeur de la prévention.
Sur 790 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,71%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 91 cas contacts suivis par nos services, 41 issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiawaye 4, Grand Yoff 4, Keur Massar 3, Mbao 3, Parcelles Assainies 3, Liberté 4 2, Ouakam 2, Rufisque 2, Thiès 2, Cité CPI 1, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Front de Terre 1, Gibraltar 1, Kaolack 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Nord Foire 1, Ouagouñaay 1, Patte d'Oie 1, Pikine 1, Richard Toll 1, Scat Urbam 1 et Touba 1. 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. L'état de santé des autres patients est resté stable. À ce jour, 8014 cas ont été déclarés positifs, dont 5381 guéris, 145 décédés et donc 2487 sous traitement. Parlons santé, toujours l'hôpital de Kaffrine qui a besoin de 3000 poches de sang par année à enregistrer en déficit à cause du coronavirus, raison pour laquelle le conseil départemental de la jeunesse a organisé un don de sang avec comme objectif de collecter au moins 200 poches, en geste salué par les autorités médicales qui invitent les populations à donner de leur sang pour sauver des vies. Reportage signé Omar Ndiaye. Malgré les dons familiaux qui ont permis d'amondir les difficultés pour avoir de nombreux postes de sang requises, la protection n'est pas atteinte selon les autorités médicales. On chiffre les besoins de dons en sang, en produits sanguins pour l'hôpital pour pratiquement 3000 poches. Il nous faut au moins 3000 poches par année pour pouvoir quand même combler en tout cas le gap que nous avons. Avec la pandémie, on a eu beaucoup de soucis parce qu'on devait organiser pratiquement 9 sorties et tous n'ont pas eu lieu à cause de ce Covid. Mais néanmoins, avec les dons familiaux, on a pu quand même gérer un peu la situation, même si en tout cas les besoins qu'on a, les projections qu'on avait pour ces mois-ci n'ont pas été atteints. Avec comme objectif la collecte de 200 postes de sang, le Conseil communal de la jeunesse, en collaboration avec le mouvement des jeunes causaires, entend contribuer à résorber les déficits dus à la pandémie. Il a été retenu de nous fixer un objectif de 200 poches de sang. C'est pourquoi on n'a pas tardé à informer tout le monde, toute la jeunesse républicaine, et pour qu'on se mobilise pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce qu'à partir de ce moment, l'hôpital va se soulager de ce point de vue-là. Et dans un instant, on va essayer de nous retrouver encore pour réfléchir sur un format pour organiser périodiquement ce don de sang-là. Rappelons que l'hôpital de Kaffrine a évalué ses besoins en postes de sang à 3000 cette année et que le déficit important a été enregistré à cause de la Covid-19. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, Ndiaga Ndiaye, l'emblématique transporteur qui a donné son nom à certains cars de transport en commun, a tiré sa révérence et il a été inhumé à Daromousti. La famille éplorée ne cache pas son chagrin. Dans ce reportage signé Habib Faye et Moudou Diop. Tristesse et consolation les habitent tous. Le parrain est parti à jamais. Le moteur du transport en commun tombe. Ndiaga Ndiaye, l'emblème du secteur routier, laisse derrière lui des cœurs meurtris.
pilier de l'économie sénégalaise, mais c'est une fierté également pour nous, fils de Pékin, d'abriter quelqu'un comme ça donc, dans notre localité. Ndiagandiaï, connu donc, pour son système de transport donc, urbain interurbain, qui aujourd'hui est parti. Donc le monde du transport est en deuil. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qu'on ne va jamais oublier. Surtout moi, personnellement, je le connais grâce à mon ami Famasso. De mécanicien, il est devenu un grand transporteur, respecté et respectable dans ce pays-là. Donc c'est quelqu'un pour qui la notion de travail avait un sens. De l'émotion, il y en avait. Les démunis pleurent, leurs bienfaiteurs. Dans le transport au Sénégal, El Hadj Ndiaga Ndiaye a travaillé, a tracé son sillon et il a marqué son époque et on ne l'oubliera jamais. Pour le secteur des transports routiers, où son nom est et sera éternellement associé au transport en commun. Un legs assuré par sa progéniture. Aujourd'hui, il est parti, mais ses œuvres restent ici au Sénégal. Et je pense que tout le monde, tous les Sénégalais, tous les Africains peuvent s'inspirer de ces bienfaits. Lui, on associe son nom à un moyen de transport. Nous, nouvelle génération, nous devrions aujourd'hui méditer, penser cet exemple parfait, cet exemple qui a bâti toute son existence sur le travail dans ce pays. Et il a encadré ses enfants, il a encadré sa progéniture pour que l'œuvre soit perpétuée. Un legs assuré par sa progéniture. À 89 ans, l'emblème du transport en commun disparaît. Il retrouve désormais sa terre natale d'Aroumousti, où il repose. Et qu'il repose en paix. Le ministre de l'Urbanisme veut l'appui des populations pour des villes propres. Il était à Fanok et Liberté 6 pour le lancement du programme GAP 6 Gorset. On écoute là-dessus les explications de Alassane Bintassamb, directeur de la sensibilisation et du département du partenariat plutôt institutionnel. Il en parle au micro de Bab Faraning et Ahmadouba. Le projet, la campagne GAP 6 Gorset, qui est un appel à l'initiative citoyenne pour une contribution massive à l'effort d'amélioration du cadre de vie. L'hygiène, la propreté, c'est une question d'hygiène individuelle. C'est une question d'hygiène individuelle et nous avons jugé utile de remettre la responsabilité aux populations à s'engager à prendre en charge l'hygiène de leur cadre de vie. Donc c'est la raison pour laquelle on est là, ici, aujourd'hui, et nous lançons encore une fois un appel à toutes les populations sénégalaises. Bon, ça va les permettre au moins d'assurer ce qu'on appelle le contrôle social informel, parce que quand ils s'investissent à nettoyer, ils ne vont plus salir. Donc, l'État sera là pour les accompagner, mais la responsabilité première des citoyens, c'est à travers de simples petits gestes au quotidien d'assurer la propreté de leur quartier et de leur circonscription. Plus de 1200 individus interpellés et 7 millions d'amendes de francs CFA, c'est le bilan des opérations de couvre-feu et de l'état d'urgence de la police de Kaolack. Près de 150 véhicules ont été aussi mis en fourrière. On voit les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Faligay. Les opérations déroulées par le service régional de la sécurité publique de Kaolack durant le couvre-feu et l'état d'urgence ont accouché d'importants résultats. Pour tout, un peu plus de 7 millions de francs CFA d'amendes forfaitaires ont été collectés, 2169 pièces saisies pour diverses raisons. En ce qui concerne les arrestations, 1219 individus ont été interpellés pour non-respect du port du masque, non-respect de l'heure de fermeture des marchés, actes de vandalisme, organisation de manifestations non autorisées et non-respect du couvre-feu. 13 individus d'ailleurs ont été déférés au parquet. 147 véhicules ont été mis en fourrière pour transport irrégulier ou non-respect de l'interdiction du transport interurbain et surnombre de passagers. 702 motos Jakarta ont été aussi immobilisées. 4 salles de jeu et 3 salles de sport fermées pour non-respect des directives ministérielles et une partie de leur matériel saisi.
Nous allons à Foundiougne où les populations vont sous peu accéder à une eau douce. Une station de dessalement de l'eau d'une valeur d'1,3 milliard de francs CFA sera bientôt mise en service. La Société nationale des eaux du Sénégal qui a réalisé ce projet veut soulager les habitants de cette commune de la région de Fatick qui boivent une eau trop saumâtre depuis 2017. Les détails avec Aminata Goudiaby et Abdoukarim Bey. C'est donc un calvaire de près de 3 ans qui va être estampé par la Société nationale des eaux du Sénégal. Elle réalise à Foundiougne une station de dessalement de l'eau pour permettre aux populations d'accéder à une eau douce. Depuis 2017, elle consomme une eau saumâtre et trop salée. C'est une station de traitement par osmose inverse d'une capacité de 70 m3/h. Donc en termes de capacité journalière, c'est 1400 à 1600 m3 jour. Donc pour un peu améliorer la qualité de l'eau. Cette solution est une solution durable. C'est qu'il y avait un forage qui avait eu un taux de salinisation qui dépasse un peu les normes de l'OMS. C'est à partir de ce moment que la SONES a décidé de réaliser cette station. Les travaux de cet ouvrage hydraulique démarré il y a quelques mois sont presque terminés. Des responsables de la SONES et des autorités locales ont effectué une visite sur le chantier. La station va aussi mettre fin aux problèmes de pénurie d'eau auxquels sont souvent confrontés les habitants de la commune de Foundiougne. La commune de Foundiougne a été desservie autour d'une capacité de 700 à 800 m3 jour. Et aujourd'hui, avec la station, la commune de Foundiougne aura une capacité de production qui va tourner autour de 1600 m3. La Société nationale des eaux du Sénégal apporte ainsi une solution à long terme au problème d'accès à l'eau à Foundiougne et le coût de ce projet s'élève à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Il fallait passer à un autre cap avec un service d'une meilleure qualité, une eau plus propre à la consommation. Il faut être prévenant. Les villes s'étendent. Il y a une croissance démographique qui est assez connue au Sénégal. Je pense par anticipation, il faut prendre de la marque. Nous sommes dans une phase de finalisation. Au début, c'était un projet sur un schéma. Après, c'est des travaux. Aujourd'hui, c'est un ouvrage qui se dresse avec juste de petits travaux complémentaires à faire avant la mise en service. Je pense que cette situation quand même doit être assez rassurante parce que nous avons une perspective plus heureuse que ce que nous avons connu. Les habitants et les élus locaux de la commune de Foundiougne se réjouissent du projet et espèrent que cette station de traitement de l'eau va être vite mise en service. Aminata Goudiaby, le ministre de l'économie promet d'accompagner les producteurs et acteurs du secteur agricole dans la vallée du fleuve. Ahmad Hot, en visite sur place, promet également des réformes pour accompagner les producteurs de riz. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. Nous avons aussi parlé un tout petit peu de la relance de l'économie nationale, le programme de relance sur lequel nous sommes en train de travailler sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall. D'ici la fin du mois, nous allons devoir donc finaliser ce programme de relance qui sera approuvé lors d'un conseil présidentiel, donc bien sûr présidé par le Président de la République. Nous avons écouté vraiment les acteurs économiques, nous avons apporté des clarifications. Il faudra également en profiter pour formaliser davantage le secteur de l'artisanat, la labellisation. Le ministère de l'Artisanat, en charge de l'artisanat, a des projets importants qu'il faudra soutenir pour que ce secteur contribue davantage de manière plus formelle. Et il faudra en profiter dans le cadre des soutiens pour répertorier tout le monde, savoir qui est qui, savoir où sont localisés les ayants droit et connaître vraiment, cerner tous les acteurs pour que dans le futur aussi les appuis soient plus faciles. Après 4 mois de crise liée à la pandémie du coronavirus, le bureau de mise à niveau a fait le tour du pays pour s'enquérir de la situation des entreprises accompagnées par l'État dans la région de Ziguinchor. Première étape de cette tournée, le BMN a constaté que certaines entreprises sont toujours debout, mais qu'elles ont besoin davantage d'accompagnement. Suivant à ce propos les explications d'Ibrahim Diouf, des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Nous avons commencé par la région de Ziguinchor pour des raisons liées à l'intérêt que les plus hautes autorités portent à cette région qui est une région à développement prioritaire. Nous sommes restés 4 mois que le Sénégal est traversé par une crise sanitaire à Covid-19 qui a un peu ralenti les activités des entreprises sur l'étendue du territoire. À l'issue de cette visite, on a constaté que pour certaines entreprises, c'est la question du financement qui continue à se poser. Pour d'autres, c'est des questions de débouchés, comment vendre la production qui est stockée. Et pour d'autres encore, l'approvisionnement en matières premières qui pose problème. Nous avons bon espoir
à l'issue de la rencontre que nous venons d'avoir avec les chefs d'entreprise, avec les banquiers, mais aussi avec les organisations professionnelles et consulaires comme la Chambre de commerce, nous allons vers en tout cas, solution de tous ces problèmes-là, en tout cas, du moins, en tout cas, leur atténuation. À Matam, déperdition scolaire, les chiffres sont alarmants malgré les efforts dans la construction d'écoles. Rares sont les élèves qui passent le moyen secondaire. Et pour renverser la tendance, la COSIDEP a tenu une journée de partage avec les acteurs et partenaires. À Matam, Ali Bandelnian. Avec un taux de déperdition de plus de 16% dans la région de Matam, il y a de quoi agir pour renverser la tendance. Malgré les efforts consentis jusque-là, qui ont même permis d'améliorer considérablement le taux de scolarisation des enfants, de nombreux élèves quittent le système. D'où cette intervention de la COSIDEP en rapport avec des organisations non gouvernementales. Une rencontre importante sous l'impulsion de la COSIDEP, avec la participation des autorités administratives, des autorités territoriales, la participation aussi de toutes les organisations de la société civile pour partager un peu le modèle de réponse, le problème de la déperdition. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'appui de la COSIDEP, l'appui des organisations partenaires telles que l'ONG 3D, nous sommes en mesure d'examiner ensemble l'ensemble des questions ou des facteurs qui sont à la base de la déperdition et qui sont multiformes. Déperdition en termes d'abandon d'enfants, assez important, en termes aussi d'enfants non scolarisés. Un modèle constructif, un modèle de récupération de ces enfants, un modèle aussi vraiment qui concerne les classes passerelles RSE. C'est les classes passerelles qui seront financées, en tout cas par les entreprises minières qui sont là dans la région de Matam et qui serviront de modèle. Et l'objectif, en tout cas à l'arrivée, c'est faire quoi? C'est que dès que ce modèle est éprouvé ici à Matam, qu'il puisse quand même servir dans toutes les localités du pays, et ce sera la participation de la COSIDEP. Devenu une zone minière à la faveur de l'exploitation des phosphates de Ndendori, le collectif des organisations de la société civile veulent profiter des plans sociaux miniers en place pour améliorer le système éducatif de la région. Direction le Mali à présent avec le Premier ministre Boubou Cissé qui a annoncé la formation d'un gouvernement d'ouverture. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Omar Diop, il est journaliste au quotidien L'Impartial à Bamako. Omar Diop, bonsoir. Bonsoir. Et quels sont les derniers développements au Mali après la grosse manifestation d'hier, la sortie du Premier ministre qui annonce son gouvernement d'union? Oui, tout a commencé hier après le meeting du M5 RFP qui a demandé à la foule de passer à la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire en invitant les manifestants de partir bloquer les différentes portes de sortie et d'entrée de l'Assemblée nationale, la primature et l'ERTM, qui a ensuite dégénéré. Et l'Assemblée fut totalement saccagée par les manifestants, les locaux de l'ORTM occupés par les manifestants, avec d'énormes dégâts matériels. On déplore malheureusement depuis hier 2 morts et une vingtaine de blessés, dont 5 graves. Et les manifestations ont continué encore durant toute la nuit et même durant la journée d'aujourd'hui, un peu partout, avec l'arrestation par les forces de l'ordre de certains leaders du M5 RFP. Et durant toute la journée d'aujourd'hui, les gens ont continué à manifester en bloquant l'accès des 3 ponts de Bamako, qui furent après libérés par les forces de l'ordre. Et à l'heure où je vous parle, on déplore 3 morts côté manifestants, avec plus de 76 blessés. Et beaucoup plus d'arrestations côté responsable M5 RFP, à savoir Issa Kaoudim, Cheikh Oumar Sissoko, Muntaratal, Shogel Maïga, Nountar, camarade Ben Le Cerveau, et beaucoup d'autres leaders de M5 RFP. Et même actuellement là où je vous parle, la manifestation continue sporadiquement un peu partout. Mais le gouvernement a réagi. Surtout derrière le fleuve.
Oui, Omar, le gouvernement a réagi avec l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement. Oui, les gens sous des M5 RFP ne sont plus sur la longueur d'onde avec le gouvernement, avec le Premier ministre plutôt, parce qu'ils demandent la démission pure et simple du président Ibrahim Boubacar Keïta. Sans quoi ils ne vont pas rentrer. Et c'est pour cela même qu'ils sont passés à la désobéissance civile. Et ils ont demandé à toute la population de manifester en bloquant les accès de tous les endroits, les édifices du pays. Voilà, merci Omar Diop. Certainement, nous y reviendrons avec vous dans nos prochaines éditions. Le réseau Femmes, Paix et Sécurité dans l'espace CEDEAO lance son appel pour l'arrêt immédiat de tous les conflits en Afrique de l'Ouest et ce jusqu'à la fin de la pandémie du coronavirus. Sa présidente Diago Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Dissa Prera. L'Union africaine a déclaré l'année 2020 comme année décisive pour faire taire les armes sur l'ensemble du continent africain. Malheureusement, il a été noté une augmentation alarmante des cas de violence dans plusieurs pays de la sous-région. En cette période de pandémie, et la menace s'étend de plus en plus aux régions côtières d'Afrique de l'Ouest. À titre d'exemple, nous pouvons citer les différentes attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria, au Niger et au Tchad, les violences causées par la crise sociopolitique en Guinée, la recrudescence d'incidents en Casamance au Sénégal, l'attaque terroriste à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et les violentes contestations par les jeunes concernant les mesures prises dans différents pays pour endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus. Et puis avant de boucler cette édition, GFM par l'entremise de Sénégal Entertainment Group s'offre recrute pour la saison de lutte 2020-2021. L'étoile montante de l'arène sénégalaise devrait rencontrer Guigui pour son prochain combat. Vous avez suivi les explications de Mao Cissé dans le journal en Wolof. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.